Bonjour à toutes et à tous. Merci à Mathieu de m'avoir remplacé la semaine passée. Et donc, nous revoilà avec un cas clinique. Va nous présenter Gauthier Coussement, qui est candidat spécialiste dans le service, et donc, qu'il a intitulé Fièvre, trouble de la vue et bradypsychie chez un patient marocain de 55 ans. Merci, mais du coup, je vais vous présenter ce cas qui s'est présenté dans le service ici durant l'été. Donc, pour commencer à vous décrire un tout petit peu, hop, dans quelles conditions on se trouve. Donc, c'est un patient de 55 ans qui est d'origine marocaine, mais qui réside en Belgique, qui n'a pas de gros antécédents de santé à part une hypertension artérielle qui n'est pas traitée, qui a aucune allergie connue. Il n'a pas d'intoxication éthylotabagique, pas de consommation autre. Il était employé dans la restauration, mais pour l'instant est sans emploi. Il est admis à son retour du Maroc, où il y a une notion assez nébuleuse d'hospitalisation aux soins intensifs, pour lequel ils n'ont pas de rapport d'hospitalisation. Le patient aurait signé une décharge et aurait demandé à être rapatrié pour une meilleure prise en charge. Et quand il sort de son hospitalisation au Maroc, il est encore fiévreux, il n'a aucun traitement à part des antihistaminiques. Donc, si on reprend un tout petit peu, quand il arrive, donc il a une histoire qui débute 15 jours avant son admission chez nous, avec une asthénie, une pyrexie, une notion de coup de chaleur. Donc, c'est en fait, il explique qu'il a eu, en travaillant dehors, en plein cagnard, une diarrhée profuse, des vomissements, qu'il se sentait vraiment pas bien. C'est ce qui a motivé le fait qu'il soit admis aux urgences là-bas. Euh, C'est un peu particulier parce que du coup, suite à ce coup de chaleur, en fait, il a passé toute la nuit couché au sol avec du coup des piqûres d'insectes multiples, piqûres de scorpions. Et dans ce contexte-là, vu l'inquiétude, vu la piqûre de scorpion et les vomissements qui passaient pas, il est hospitalisé au Maroc où il est directement transféré aux soins intensifs. On arrive en discutant avec la famille à obtenir un rapport qui est un peu laconique, mais on sait qu'il a reçu du Solumédrol 120 mg par jour, on ne sait pas pendant combien de jours, de l'amoxiclave 1 gramme 4 fois par 24 heures, on ne sait pas pendant combien de jours, 2 litres d'hydrate par 24 heures, des antihistaminiques, des antidiarrhéiques et des antiémétiques. Quand il arrive du coup au Maroc, il est à 40 de température corporelle, c'est soutenu avec un patient qui est transpirant, un peu déshydraté, qui a une thrombopénie à 60 000, une petite anémie à 12, une CRP à 130 et une hyponatrémie à 130. Quand on a du coup la sortie de son hospitalisation, il n'y a pas de diagnostic. On dit juste qu'il y a une légère amélioration clinique sous le traitement administré. Il sort quand même avec une fièvre du coup qui est toujours présente et avec des troubles visuels qui commencent à s'installer. Et à ce moment-là, il est rapatrié en Belgique. Attends, il avait eu combien de jours d'amoxiclave? Eh ben, c'est ça qui est pas très clair. Donc au total, il passe chez eux 7 jours, mais il y a nulle part dans le rapport repris le nombre exact de jours pendant lequel il est traité, ni par Solumédrol, ni par amoxiclave. Attends, attends, attends. Et là, il est encore gentil, il met le détail de ce qu'il a reçu, mais stricto sensu, dans le texte du rapport, il est clairement mis, a reçu le cocktail habituel. Ouais. Entre parenthèses, Solumédrol, Augmentin, etc. C'est visiblement un cocktail dont l'habitude. Ok. Oui, parce que j'ai pas repris l'entièreté, mais il y avait du coup, en fait, à peu près les médicaments si nécessaires pour couvrir toutes les situations. Donc, s'il avait de la diarrhée, s'il était constipé, s'il avait des vomissements, etc. Mais du coup, pas de diagnostic plus franc que ça, hein, un suivi biologique qui montre une petite amélioration de la thrombopénie, une hyponatrémie qui reste fixée à 130 et pas d'autres grosses évolutions. Du coup, quand on reprend Donc, une analyse. Jean, pour avancer, on peut se dire qu'il n'a en tout cas pas une infection bactérienne sensible à l'amoxiclave. Non, ça c'est clair, mais, mais Bah, ça n'avance pas beaucoup non plus. Et par contre, on n'a pas de point d'entrée, de point d'appel. Alors, c'est là que justement, on peut préciser un peu les choses, parce que du coup, dans le rapport du Maroc, on n'a pas énormément d'infos sur son état clinique à l'admission, on n'a pas un examen très complet. Donc, quand il arrive ici aux urgences et puis en salle, on complète un tout petit peu l'admission. Donc, en gros, il était en milieu rural au Maroc, il était en contact avec des animaux d'élevage, avec des volatiles. Il travaillait en extérieur, comme je vous disais, il a eu du coup ce gros coup de chaleur, c'est comme ça qu'il le décrit, avec sudation importante, sensation de malaise, et du coup il a passé toute la nuit au sol. À cet endroit-là, à ce moment-là, il aurait été piqué par divers insectes et par un scorpion à 2 reprises au niveau du coude, avec du coup des symptômes digestifs qui se sont manifestés par la suite de manière assez importante.
comme je vous ai dit, du coup, là, il est hospitalisé au Maroc. Il est traité avec le cocktail amoxiclave médrol. Il s'améliore assez peu, suffisamment en tous les cas que pour qu'il sorte, parce que sa bio est améliorée un petit peu, même s'il reste inflammatoire. Euh, et juste après sa sortie, il commence à développer du coup des troubles visuels, surtout une baisse de l'acuité visuelle. Donc, quand il a eu son coup de chaleur, c'était pas et qu'il est tombé par terre, c'était pas à cause de la diarrhée, parce que Non, dans la première ouais, version, il y avait de la diarrhée, et c'est puis il ça. est tombé. Et donc, Ici, c'est le coup de chaleur. c'est ça. Quand on reprécise un peu avec lui, il a d'abord eu en fait ce coup de chaleur en travaillant dehors, et après, il a commencé à se sentir mal avec diarrhée et vomissement. Et c'est pas hyper clair non plus à quel point les symptômes se sont pas accentués après la piqûre de scorpion, parce qu'il a été piqué à 2 reprises pendant la nuit. Et donc, c'est en fait un proche qui l'a amené aux urgences le lendemain au Maroc, vu sa dégradation et vu la piqûre qui rajoutait un élément qui les inquiétait pas mal. Et donc, chez nous, il se plaint surtout d'une franche asthénie, d'une bradypsychie où tous ses proches disent qu'ils ne le reconnaissent pas du tout parce qu'il réfléchit terriblement lentement, qu'il lui faut énormément de temps même pour reconnaître ses proches, etc. Il a une baisse d'acuité visuelle binoculaire, mais qui elle est présente que depuis 5 jours, et il n'a pas d'autres plaintes focales quand on discute avec lui. Donc il n'y a plus de grosses diarrhées, il n'y a plus de vomissements. Au niveau de l'examen physique, on a un patient qui est bien orienté dans le temps, dans l'espace, qui est normocoloré, qui est hydraté correctement, mais qui par contre est quand même asthénique, transpirant, et qui, pendant l'examen, refait un pic de fièvre. On découvre au niveau des membres inférieurs un rash pétéchial avec une entreprise aussi palmoplantaire, mais quand même une dominance au niveau des membres inférieurs. Le patient dit que c'est là depuis plusieurs jours, que ça aurait été vu aussi au Maroc, mais ce n'était pas décrit. Un œdème qui prend le godet au niveau des 2 membres inférieurs. Le reste est sans anomalie notable. Et son examen neurologique, à part un ralentissement des fonctions supérieures, on n'a pas d'anomalie particulière à son examen. Au niveau de l'atteinte cutanée, je suis pas sûr qu'on voit très très bien sur les photos, mais donc on peut voir qu'on a quand même une atteinte pétéchielle diffuse des membres inférieurs. On le voyait aussi au niveau des paumes et un tout petit peu sur le tronc. Si on continue un petit peu, donc le bilan d'admission chez nous, contrairement à là-bas, montre des plaquettes tout à fait normalisées, mais par contre une anémie qui continue à se creuser un peu à 18. Une cytocholestase à 2 fois la norme avec une légère hyperbilirubinémie, un sodium qui n'a pas remonté, une CRP à 54, des BNP qui étaient légèrement augmentés, un glucose normal, des CK normal, apto-LDH normal. Aux urgences, il a un CT cérébral et thoracique aussi qui montre aucune anomalie notable. Il remonte des urgences, vu qu'il se dégrade un petit peu quand il est arrivé des urgences, qu'à ce moment-là, il n'est pas encore couvert au niveau antibiotique. On réalise une ponction lombaire qui va revenir avec du coup 5 globules rouges, 6 globules blancs, avec la formule que vous voyez là, une protéinorachie un tout petit peu augmentée et un glucose un peu limite. Il y a déjà une série de sérologies virales qui avaient déjà été ajoutées, qui étaient en cours. Des hémocultures étaient en cours, des urines en cours, une copro en cours. La copro était demandée à ce moment-là, il n'avait pas eu de sel. Et suite à la PL positive, on couvre quand même du coup par ceftriaxone, doxycyclovir, dans le doute ne sachant pas, parce qu'on a un patient à 40 avec une PL légèrement positive. Alors, Jean, qu'est-ce que tu penses? Moi, je suis un petit peu surpris par la pauvreté de la cytologie dans le LCR. Il y a 6 blancs, donc 4 neutraux et 2 lympho. Protéinorachie limite, glycorachie effectivement est un petit peu basse. Dans le contexte, on a quand même tendance à partir vers un truc viral éventuellement. Raison pour laquelle j'imagine on met Mhm. la cyclovir et évidemment on n'ose pas courir le risque de ne pas couvrir quand même initialement. Et donc généralement, j'imagine que la ceftriaxone a été même commencée avant de faire la ponction lombaire, hein. Non, Non? Non? non. Donc il est monté sans couverture Ok. antibiotique à ce moment-là, et donc ça a été débuté après la ponction lombaire. Damien, Euh, On était aussi surpris par la formule, mais on s'est aussi dit qu'il avait eu X jours de cortico à probablement haute dose, et donc ça avait possiblement pu modifier euh, la formule d'avoir été imprégné en cortisone pendant un petit temps. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vu qu'on n'a pas exactement pendant combien de temps, on a juste une dose de 120 mg oui, par jour, il est tout à fait possible que pendant une semaine, il ait été à 120 mg et qu'on oui. soit 4 jours après, du coup. Maintenant, si on se trouve plusieurs jours après, on ne s'attend pas à retrouver un effet
du médrol sur la formule. Bon, quand on est dans les heures qui suivent, c'est les neutraux qui se décollent l'endothélium. Et quand c'est le lendemain matin, c'est les lymphos. Mais au-delà de 48 heures, on ne s'attend pas à avoir des modifications. Euh, je sais pas, avec un tableau comme ça, j'aurais été plus tenté tant qu'à faire une imagerie cérébrale, d'avoir une résonance plutôt qu'un CT qui était probablement non injecté. Parce que le CT, dans cette situation-là, la chance qu'on passe à côté de quelque chose quand même important. L'examen ophtalmo chez ce monsieur est On y vrai? vient. Ok. C'est prévu un tout petit peu plus tard. Et le sodium à 129 s'est développé très vite ou Alors, lentement? le problème, c'est que moi, j'ai du coup un sodium à 130 quand il est admis 10 jours avant au Maroc et qui reste à 130 pendant tout le temps, mais j'ai pas de biologie antérieure parce que c'est un patient qui est très peu suivi. Mais c'était pas quelque chose de décrit dans son dossier ou de connu. La seule biologie que j'avais avait 2 ou 3 ans avant, je crois, quelque chose comme ça, et où il n'y avait pas de problème au niveau de son sodium. Oui, pour qu'une atrémie à 129, bon, qui est quand même assez modérée, donne des symptômes, bon, il aurait fallu qu'il vienne vraiment de beaucoup plus haut. Donc, si on avait effectivement ramassé là, qu'il avait une atrémie à 150 et puis il tape à 129 rapidement, là, ça peut donner des symptômes, sinon probablement insuffisants. OK, bien. Alors, Donc, si on continue un tout petit peu, au niveau de la suite du bilan, ben, on a demandé effectivement l'IRM dont on parlait, mais on y reviendra un peu plus tard. Ça a été un peu compliqué, donc on l'a eu à J7 de traitement, donc on en reparle un tout petit peu plus tard. Mais du coup, on essaye d'avancer un tout petit peu parce qu'on n'a toujours pas de foyer. Donc, on a quand même lancé une ETT qui était protocolée tout à fait normale, en plus de ça, avec ses œdèmes des membres inférieurs. Le G qui a pu être obtenu à 48 heures aussi de traitement parce qu'il y a eu des problèmes techniques pour pouvoir l'avoir plus tôt et protocolé normal, mais en fait avec énormément d'artefacts, donc difficilement interprétables. On a un scanner de l'abdomen qui ne retrouve aucune anomalie non plus. On a lancé un bilan sérologique un peu plus étendu dont on reparle un peu plus tard. Il y a 6 émocs en cours, une analyse de sel en cours, analyse d'urine, déjà une première qui est négative, d'autres qui sont en cours. Et à ce moment-là, on se tourne un peu vers d'autres spécialités. Et donc, on en arrive à la question que vous me posez, professeur Valkenirs, à savoir comment vont ses yeux. Donc, ça, c'est la rétinographie qui est publiée par les ophtalmos quand ils découvrent notre patient, qui est traité depuis à ce moment-là 24 heures, avec du coup une atteinte quand même assez importante avec une papillite bilatérale, des nodules cotonneux, quelques hémorragies en flamèche, une vitrite, pas de frange vasculite visible. Et du coup, le diagnostic que eux retiennent, sans trop révéler d'autres éléments qui suggéraient, c'est une neurorétinite infectieuse. Euh, on pose aussi la question aux dermatologues de voir quel est leur avis par rapport au rash. Avec du coup, pour eux, effectivement, ils retrouvent le même rash que nous, avec la lésion au niveau du pli du coude, qui était la zone d'inoculation suggérée, parce que c'est là qu'il avait été piqué par le scorpion avec une large macule purpurique qui, du coup, va être biopsiée. Et donc, à ce stade-ci de l'évolution, ben, on a cette biopsie en attente, on a une série de sérologies en attente et on a une mise au point microbio qui ne pousse pas. Alors, du coup, notre patient commence quand même à s'améliorer sous son traitement antibiotique et antiviral. Quand la PCR revient négative au niveau du LCR, du coup, on arrête la couverture virale. On a une série de séros qui sont déjà revenus négatives aussi. On reviendra au bilan total après. Sa bradypsychie commence à s'améliorer en 48 heures. Il fait encore un pic de fièvre à 60 heures du début du traitement et puis ça s'arrête. Au niveau cutané, ça s'améliore que très lentement. Au niveau visuel, ça s'améliore très très lentement aussi. Par contre, au niveau biologique, ça évolue progressivement et on a une hyponatrémie qui se corrige. On avait considéré qu'il y avait une composante de SIADH, donc il était quand même sous-urée et le syndrome inflammatoire répond bien. je sais pas moi, entre celle-ci et la précédente, je sais pas, je me serais attendu à ce que tu nous dises, c'est quoi des piqûres de scorpion? Alors, par Parce qu'on rapport... n'en a pas tous les jours, hein? Non, Ah, alors, j'en parle pas beaucoup parce que, justement, mais je peux faire un tout petit point vite maintenant, ce qui a été très fort, le point d'intérêt, en fait, pour tout le monde, et là-bas, et ici, et le point d'anxiété, ça a été justement cette piqûre de scorpion. Sauf que quand on regarde un petit peu, quand on a une envenomation par un scorpion, on a très peu d'effets qui durent plus de 72 heures. Et donc, en fait, on est déjà très, très loin du moment où il a été
piquer pour les manifestations, mais en général, c'est des manifestations plutôt neuro, de ce que j'ai pu trouver. Et en fait, on commençait à être assez loin de la piqûre. OK. Mais donc, il est légitime du point de vue du raisonnement clinique, quand il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, de regarder. Mhm. Et ceci dit, assez tôt, il y a suffisamment de sources documentaires maintenant pour répondre directement à la question comme tu viens de le faire. Ouais, Et puis à ce moment-là, on peut chasser le scorpion du ouais, diagnostic différentiel. Et tout à donc fait. c'est vrai que c'est une sorte d'empreinte par rapport à quelque chose où c'est plus le cerveau émotionnel qui travaille plutôt que le cerveau rationnel, ce qu'il faut essayer d'éviter dans la Mhm. mesure du possible. Une piqûre de scorpion n'est pas toujours mortelle. Non, ça dépend comme pour d'autres espèces qui peuvent avoir un venin du type de venin. La plupart sont neurotoxiques dans les venins de scorpion. Et de ce que j'ai trouvé, en tous les cas, je n'ai pas fait une grande revue de littérature. Et en général, après 72 heures, c'est très rare de pouvoir encore mettre en évidence des effets qui peuvent être rapportés liés directement au venin. Alors après, comme pour une piqûre d'autre chose, on peut avoir des complications liées plus en fait à la brèche cutanée qu'au venin en tant que tel. Mais ici, c'était pas vraiment le point d'appel, mais on en reparle un tout petit peu. Du coup, on en arrivait à est-ce que vous avez quelques hypothèses? Donc moi j'ai une première hypothèse, le scorpion n'a rien à voir. Bon. Alors, oui. Brigitte. Il n'a pas uniquement eu une piqûre de scorpion, mais aussi d'autres. Ouais. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'il faut regarder aussi, les- d'autres infections. Euh, je suppose que ce monsieur enfin, la probabilité de tuberculose est assez basse chez lui. Son CT thorax est tout à fait Ouais. négatif. Donc, il faut refaire d'autres sérologies, Ouais. je Donc, pense. comme je vous avais dit, on y arrive à la diade après, ou deux Les diades après. volatiles et On tout a ça lancé. étaient en bonne santé. Alors, à ce stade-ci, on sait juste qu'il a eu des contacts avec des animaux d'élevage, des volatiles, mais a priori, pas d'épidémie dans la région dans laquelle il était au moment où il y était. Euh, et il a eu des contacts avec des volatiles, mais il n'est pas lui-même colombophile non plus. Il n'a pas passé tout son séjour avec eux. Donc, je note que vous vous intéressez beaucoup aux animaux, ce qui est quand même, non, ce qui est légitime. Mais donc, dans le programme de novembre-décembre, il y aura un petit topo sur les zoonoses. Et donc, comme ça, on fera le topo là-dessus. OK, Ok. bien. Alors, on Donc, avance. si on continue, on avait. Désolé, je suis en séminaire, est-ce que je peux te rappeler? Ouais. Du coup, si on continue, ben, effectivement, vous posiez la question d'un bilan sérologique un peu plus étendu. On a pas mal plus étendu. Donc, au niveau du bilan de base, je vous avais dit, les hémocultures, ben, en fait, elles sont à ce stade-là toutes revenues négatives. Le LCR négatif, PCR négatif, les émus négatifs à plusieurs reprises. Les selles, vu qu'il y avait eu un tableau digestif qui était résolu, mais on l'avait quand même fait, étaient négatifs. Au niveau sérologique, donc les virus habituels, on n'avait rien de positif. On avait un West Nile qui était revenu négatif, une dengue négative, un chikungunya négatif, rougeole neg, brucella neg, coxiella douteux, Borrelia neg, leptospira neg, Bartonella neg, syphilis neg, toxoneg et le quantiferon du coup indéterminé, mais rien effectivement au niveau du thorax. Et au niveau humain, on avait quand même lancé un petit bilan aussi qui revenait sans grande anomalie notable. Et donc, comme on en avait parlé un tout petit peu plus tôt, on a malheureusement l'IRM cérébral qui a 7 jours de traitement et qui du coup revient sans signe d'encéphalite. Si on continue plus tard dans Ah, son évolution, après qu'il ait été vu par le dermato et qu'on l'ait réexaminé à plusieurs reprises, reposer plusieurs fois la question, le patient finit par nous dire à quelle vitesse vous pensez que cette lésion que je ne vous avais pas encore montrée va évoluer. Et du coup, dans le haut de sa cuisse, en dessous de ses sous-vêtements, on découvre cette lésion-ci qui vous donne peut-être d'autres idées ah, sur ce oui. vers quoi on va. Bon, à ce moment-là, les choses deviennent quand même plus simples, hein. Bah, bah, ça doit évoquer une rickettsia, cette affaire-là. Oui. Et donc, comme quoi, il est important d'examiner convenablement le patient et on revient sur les modes de transmission et tout ce qui a pu se passer pendant qu'il était par terre. Oui, tout à fait.
Et donc, cette lésion sur le haut de sa cuisse, ben, malheureusement, n'est pas la lésion qui a été biopsiée. Mais donc, comme vous l'avez dit, ben, effectivement, on a à ce moment-là aussi, un tout petit peu après, les séros qui sortent et qui confirment le fait qu'on a une sérologie positive pour Rickettsia connori. Et la deuxième sérologie, c'est la sérologie qui fait en suivi en consultation par la suite pour bien montrer qu'on a une bonne augmentation. On a un doublement du titre qui confirme. Donc maintenant, je vais du coup reparler un tout petit peu de qu'est-ce que c'est exactement Rickettsia connori. Donc Rickettsia connori, c'est un gramme positif intracellulaire obligatoire de la famille des alpha-protéobactéries. L'hôte et le vecteur principal, c'est la tique du chien, Rhipicephalus sanguineus. C'est principalement rencontré en octobre, lorsque les tiques sont plus actifs et que, à cause d'un problème météo, ils ont plus facilement contact avec des hôtes autres que le chien, mais on en reparlera un tout petit peu plus tard. C'est une maladie qui a quand même été découverte il y a longtemps dans le pourtour méditerranéen, parce que la première description date de 1910. La tache noire est décrite pour la première fois, le lien est fait en 1925, et alors on lui attribue le nom de la maladie qui provoque, qui est la fièvre boutonneuse méditerranéenne, en 1932, au premier congrès international d'hygiène méditerranéenne. Alors, la fièvre boutonneuse méditerranéenne, c'est quoi comme présentation clinique exactement? C'est quelque chose qui se présente de manière assez abrupte, avec toute une série de symptômes. Le symptôme qui est présent chez tous les patients, c'est une fièvre assez importante, qui peut facilement passer au-dessus de 40, avec du coup un rash qui ressemble assez fort à celui que notre patient avait, qui est souvent maculopapulaire, qui est pétéchial dans 10% des cas et qui entreprend les paumes et les plantes dans une bonne partie des cas, avec jusqu'à 89% dans une des séries que j'ai retrouvées. La tache noire qu'on a vue un peu tardivement, du coup, est présente dans 70 à 80% des cas, avec une dominance dans la seule étude que j'ai trouvée au niveau du corps à être sur le membre inférieur, comme chez notre patient. C'était juste très très haut sur son membre inférieur. On a un tableau qui peut être assez riche avec des céphalées, des myalgies, des arthralgies. Il y a des cas de stupeur décrits dans une des séries. C'est une maladie qui a une incubation qui peut quand même être de 6 à 10 jours, avec en fait une atteinte qui peut être très diffuse et, comme vous l'avez vu, qui peut toucher toute une série de systèmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une vasculite par envahissement par la bactérie des cellules endothéliales avec mort cellulaire, thrombus et réactions vaso-occlusives au niveau local, inflammatoire au niveau local, mais qui du coup peut être assez disséminée. C'est pas une maladie qui est dépourvue de risque en termes de mortalité. On a quand même dans plusieurs séries 2,5% de mortalité. Les principaux risques, c'est comme pour beaucoup de patients quand ils sont fragilisés, les grosses comorbidités, un diabète de type 2, une maladie rénale chronique, etc. Il y a un élément supplémentaire qui est que les patients avec G6PD sont les patients les plus sujets à avoir une évolution négative. Il y a des cas de patients assez jeunes avec un G6PD qui sont les cas les plus graves que j'ai pu trouver avec des décès. Un des points, tu peux revenir peut-être sur la dia précédente, un des points qui me paraît intéressant à relever aussi, c'est la durée d'incubation. Parce que, bon, des patients comme ça qui viennent du sud de la France ou Mhm, d'autres pays ensoleillés peuvent arriver avec un tableau pareil aux urgences et savoir que l'anamnèse doit porter non pas sur le retour de l'étranger dans les mhm, 48 heures, mais il faut remonter plus loin. Donc, au niveau anamnestique, c'est un point quand même, c'est un point mhm. important, me semble-t-il, dans le diagnostic différentiel d'un tableau Ouais. aigu tel que celui-là. En termes, c'est quelque chose qui n'est pas dans les dias, mais en termes d'anamnèse, en fonction des études, ils retrouvent à peu près à 80% du temps un contact avec un chien. Et dans 70% des cas, dans les études que j'ai trouvées, quand même une histoire où il y a eu une piqûre de tique constatée. Ici, chez notre patient, c'est plus compliqué parce qu'il était déjà dégradé et au sol avec un état de conscience un peu altéré quand il s'est probablement fait piquer. Le contact avec le chien, du coup, il avait eu des contacts avec des animaux d'élevage et avec des chiens. Mais voilà. Donc, si on revient un tout petit peu, parce que j'en parlerai un tout petit peu après, mais pour les différentes rickettsioses, en fait, c'est toute une maladie, toute une famille, pardon. Et comme je vous ai dit, le plus fréquent, c'est quand même une fièvre qui est présente chez tout le monde et ce rash. Donc, rash plus pyrexie au retour du pourtour méditerranéen, il faut quand même pouvoir y penser. Surtout qu'on a effectivement beaucoup de gens qui reviennent de vacances. Par contre, en général, il n'y a pas d'adénopathie. Il y a très rarement des taches noires multiples.
Il y a des cas décrits, c'est pour ça que je vous parlais par rapport aux conditions météo. Il y a des cas décrits dans le sud de la France de patients qui ont plusieurs taches noires avec une Rickettsia connery, mais c'était des gens sans abri qui vivaient avec leur chien pendant la plus grande canicule qu'on ait jamais vécue. Et donc, en fait, il y avait un manque d'hôtes autres, en fait, pour les tiques aussi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de contact entre les différents hôtes, les différents chiens, etc. Et il y avait juste le SDF qui vivait qu'avec son chien et qui dormait avec eux et qui, du coup, c'est un des rares cas où il y a plusieurs tâches. Mais donc, ça aide au diagnostic aussi de penser que d'habitude, il y a une seule lésion, une seule tâche noire. Alors, au niveau biologique, un peu comme notre patient, mais du coup, il y a une cytolyse qui en général est modérée, une thrombopénie dans 16 à 35% des cas, l'hyponatrémie comme chez notre patient, 25 à 30% des cas. Ce qui peut être un peu piégeux si on a un réflexe un peu de base de se dire c'est quelque chose d'infectieux, c'est quelqu'un qui chauffe, etc. C'est qu'on a tendance à avoir une normoleucocytose dans la majorité des cas. Dans les 30% à peu près qui restent, on a quand même un peu plus de leucopénie et alors entre 10 et 15% d'hyperleucocytose. On a souvent des LDH augmentés, ce qu'on peut assez facilement comprendre vu que en fait, on a des dégâts tissulaires liés au microthrombus, etc. Au niveau anapathe, du coup, c'est un gramme négatif, mais qui se colore assez bien à la fucine. À la biopsie cutanée, on a un infiltrat lymphoplasmocytaire périvasculaire, avec du coup une vasculite diffuse, avec des thromboses, des micro-infarctions, extravasation et du coup de l'inflammation locale sur ce tableau de vasculite. Et du coup, le résultat de la biopsie de peau de notre patient était assez similaire, avec un infiltrat lymphomonocytaire inflammatoire périvasculaire, avec un envahissement des vaisseaux. Pour avoir un peu une idée, c'est une maladie qui est donc retrouvée sur le pourtour méditerranéen, mais il y a aussi des cas importés, il y a aussi des cas qui peuvent être retrouvés un peu plus loin. La majorité des cas sont rencontrés en été, comme on l'a déjà dit, comme on l'a un peu expliqué, mais c'est la grande majorité, entre 80 et 90% des cas en fonction des séries. Euh, c'est compliqué parce que c'est probablement une maladie qui est sous-diagnostiquée. Et donc, une des bonnes idées qu'on peut avoir sur l'incidence, c'est le fait qu'au Portugal, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Et donc, il y a eu une grande fluctuation, mais milieu des années 2000, on était à peu près 10 cas pour 100 000 personnes au Portugal. Et alors, il y a des études dans plusieurs pays pour voir en population générale quand on a fait des études qui avaient une séro qui était supérieure que 1 sur 32. Et en fonction des études, on a quand même entre 11 et 26% de la population qui aurait croisé une rickettsiose dans sa vie dans les pays en question. Donc, sud de la France, c'est surtout la région de Marseille où il y a eu beaucoup d'études, Espagne et Israël. Pour revoir, du coup, ici, au niveau oculaire, pour revenir 2 minutes sur son atteinte oculaire, quand on a une atteinte oculaire postérieure, comme ça, avec des petites hémorragies, etc., il y a quand même une série de diagnostics différentiels infectieux qui peuvent avoir du sens, qui était du coup ce qu'on avait lancé, entre autres, ici, que vous voyez, donc le chikungunya, la dengue, le West Nile, la Bartonelle, etc. Mais dans la série que j'avais trouvée, ça restait quand même la plus fréquente quand on a un historique comme celui-là d'être allé dans les pays du Sud et qu'on a ce genre d'atteinte oculaire. La plupart des cas avaient une très bonne évolution au niveau oculaire en 3 à 12 semaines. Alors, le traitement de l'infection, j'en ai pas encore parlé, mais le traitement de la rickettsiose, la plupart des rickettsioses, c'est la doxy. Et en général, c'est le seul traitement. Il y a un peu de débat dans ce que j'ai trouvé comme littérature sur l'utilisation des corticoïdes par voie systémique ou par voie locale pour l'atteinte oculaire, ou pas du tout. J'ai pas trouvé de consensus par rapport à là-dessus. Et dans une étude où ils ont d'abord regardé si les gens étaient séropositifs avant de se poser la question de s'ils avaient quelque chose au niveau oculaire, symptômes ou pas. Il y avait quand même 30% de rétinite, symptomatique ou pas, dans cette population. Donc ça vaut le coup d'y penser quand même quand on a ça en tête, d'aller voir effectivement, comme vous l'aviez proposé, ce qui se passe au niveau oculaire. Si on reprend du coup notre patient, même si on avait cette ponction lombaire qui était légèrement positive, mais vu le tableau clinique, on a quand même conclu à une encéphalite. Au niveau cutané, du coup, on avait ce rash pétéchial diffus et la preuve par biopsie de peau qu'on avait une vasculite lymphocytaire. Il y avait cette hépatite, du coup, avec une cytocholestase qui a bien évolué, et son hyponatrémie qu'on avait mis sur une composante de SIADH sur son atteinte cérébrale. Euh, donc, j'y venais. Ici, le traitement, ce que notre patient a reçu en hospitalisation, le problème, c'est que, j'en reparle un tout petit peu après, mais c'est un diagnostic qui est souvent rétrospectif et donc
comme avait dit le docteur Gérin, à ce moment-là, on ne savait pas encore tout à fait face à quoi on était. Du coup, on a quand même le temps d'avoir l'identification. Eu 7 jours de safety. Comme je vous avais dit, la cyclovir a été arrêtée dès qu'on a eu les résultats de PCR. Et vu qu'il évoluait bien sous quelque chose qui semblait plutôt quand même être bactérien, on a eu 5 jours d'azitro qu'on avait quand même ajouté, étant donné qu'il y a une atteinte relativement grave ici chez notre patient, que c'est une atteinte multisystémique avec une atteinte et oculaire et cérébrale. Et du coup, il a eu un total de 14 jours de doxy. Ce qui est recommandé maintenant, c'est quand même la doxy comme traitement systémique. Et comme je vous ai dit, au niveau oculaire, j'ai pas réussi à trouver vraiment de franc consensus sur l'utilisation de corticoïdes ou pas pour essayer d'accélérer la récupération. Donc, pour refaire juste rapidement un point sur les autres rickettsioses auxquelles c'est peut-être bien de pouvoir penser. Donc, vu que c'est des bactéries intracellulaires, comme on en a parlé, c'est un peu plus difficile à mettre en évidence. C'est séparé en 2 grands groupes, le groupe typhus et le groupe boutonneux, avec du coup une série d'espèces pathogènes dans les 2 groupes. Pour avancer un tout petit peu là-dessus, du coup, pour voir un petit peu quelle zone doit nous faire penser à quoi pour les différentes rickettsioses. Donc, on va parler dans 5 minutes de Rickettsia rickettsii, qui est la fièvre des montagnes rocheuses, qui est la rickettsiose la plus sévère. Vous voyez, la zone de distribution, c'est quand même surtout les États-Unis, l'Amérique centrale, même s'il y a toute une série de cas qui ont été décrits en Amérique du Sud et qu'il y a aussi toute une série de cas importés. C'est toujours le problème avec le fait que les gens voyagent maintenant beaucoup, c'est que vu le temps d'incubation, on peut se retrouver avec des patients qui ont quand même une rickettsia rickettsii auquel il faut penser. Connery, vous avez vu que c'est quand même surtout le pourtour méditerranéen, même s'il y a des cas diffus en Afrique. Africa et idem, et Slovakia, c'est celle dont je parlerai un tout petit peu après, parce qu'en Europe, c'est quand même celle qu'on peut croiser aussi assez facilement. Donc la fièvre pourprée des montagnes rocheuses, c'est causé par Rickettsia rickettsii. C'est endémique en Amérique. Aux États-Unis, les foyers, les zones où il y en a le plus, c'est le sud-est et le Midwest. Mais en Amérique du Sud et centrale, comme je vous ai dit, il y en a aussi. C'est celle qui est le plus sévère parce que chez même des gens très jeunes et en bonne santé, on peut avoir un tableau assez important. On a 10 à 25% de mortalité quand il n'y a pas de traitement ou que le traitement a été donné trop tardivement. Il y a des jeunes de 25 ans justement aussi avec un G6PD qui en sont morts parce que le délai pour le diagnostic a été un peu trop long. Même principe, grosse prédominance estivale, par contre beaucoup plus de vecteurs et donc beaucoup plus dur aussi à identifier le contact parce qu'il y a une série de tiques et beaucoup plus du coup de vecteurs différents. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, il n'y a pas d'escar dans toute une série de cas, que la fièvre et la céphalée sont aussi d'installation brutale, que le rash arrive après 3 jours, il est maculaire, et en général, il commence au niveau des poignets et des mains, et puis il progresse. Juste pour continuer à faire un mini point sur les rickettsioses auxquelles c'est bien de pouvoir penser. Donc, Rickettsia slovakia donne le Tibola, donc tick-borne lymphadenitis, qui est du coup, contrairement aux autres rickettsioses dont on a parlé aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important de peut-être avoir ça en tête, c'est surtout pendant les mois froids, c'est surtout pendant l'hiver, avec un pic en novembre. Et par contre, c'est un tableau un peu particulier parce que c'est un tableau beaucoup plus modéré avec un escar au niveau du cuir chevelu qui peut donc être loupé, des adénopathies cervicales, 45% dans les séries que j'ai trouvées avaient une fièvre légère, mais par contre, le problème, c'est que ça peut donner une alopécie secondaire à cet endroit-là qui peut durer quand même relativement longtemps et que c'est aussi, je ne l'ai pas repris dans ma dia, mais c'est aussi décrit avec des cas de fatigue chronique où l'explication qu'on a trouvée finalement, c'est le fait qu'il y ait eu un jour une infection à Rickettsia slovakia. Alors, j'en parlais, c'est compliqué parce que c'est souvent un diagnostic qui peut être porté en fait a posteriori parce que le meilleur test diagnostique en termes de disponibilité, c'est la sérologie. Mais la sérologie, elle va prendre du temps à revenir, elle va prendre du temps à être positive. Pour la confirmer, comme vous avez vu tout à l'heure, il va falloir en fait avoir une augmentation du titre. Euh, pour essayer d'avoir une réponse plus rapidement, on peut essayer de faire des PCR sur biopsie de peau au niveau de l'escar. Ici, on avait fait une biopsie de peau qui était aussi d'inoculation qu'on pensait être le bon, mais qui en fait était le site de piqûre du scorpion. Et du coup, la PCR est revenue négative. Quand on fait une biopsie au niveau de la tache noire, on a une sensibilité de 68%, mais par contre une spécificité de 100%. Notre patient, pour juste revenir sur lui, du coup, il a bien évolué. Après 14 jours d'antibiothérapie, son amélioration clinique au niveau du retour au domicile s'est poursuivie. Il a récupéré son état cognitif tout à fait habituel. Sa biologie s'est normalisée aussi.
Au niveau ophtalmo, il a loupé son suivi. On ne sait pas exactement pourquoi à ce stade-ci, mais du coup, on n'a pas encore de réévaluation. Mais quand il a été revu par le docteur Dillis, il y avait quand même une amélioration légère, si je ne me trompe pas, de ce que j'ai vu. Et alors, juste pour avoir une idée de ce à quoi on peut s'attendre, parce que quand on est face à une infection qu'on n'a pas encore de germe et que du coup, on est encore un peu dans cette période de flou, parce qu'on attend la confirmation sérologique, on a un délai d'amélioration qui est assez similaire à ce qu'on a eu pour notre patient dans ce que j'ai pu trouver. C'est-à-dire qu'en 2 à 3 jours, on a une chute de la fièvre et en 3 à 4 jours, en général, on a une amélioration symptomatique. Parce qu'au début, on s'est posé la question de notre tir antibiotique parce qu'en fait, il est resté pyrétique quand même pendant presque 72 heures après le début. Comme je vous ai dit, après 60 heures, ça allait mieux. Mais donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ben, quand on revient des zones endémiques, il faut quand même toujours se poser la question d'une rickettsiosis. Donc quelqu'un qui revient des États-Unis avec un tableau un peu plus explosif, quelqu'un qui revient du pourtour méditerranéen, comme disait le professeur Kogan, ça peut juste être le sud de la France. Il y a énormément de cas décrits à Marseille, en partie puisque c'était là que travaillait le professeur Raoult, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de cas sur le pourtour méditerranéen. Dès qu'on a une pyrexie en retour des tropiques ou d'une zone endémique, quand même penser à aller chercher ce qui se passe au niveau oculaire, parce que comme on a vu, en fait, le diagnostic différentiel de ce genre d'atteinte oculaire, c'est beaucoup d'infections qu'on rattrape sur les tropiques. Et étant donné qu'il faut quand même un long délai pour pouvoir confirmer le diagnostic, si on a une suspicion diagnostique, il faut traiter de manière empirique pour ne pas perdre de temps. C'est encore plus vrai pour la fièvre pourprée des montagnes rocheuses, parce qu'on a un tableau qui peut être plus explosif et d'évolution plus rapide et plus péjoratif, mais c'est assez vrai ici aussi. Voilà, merci pour votre attention. Merci, merci Gauthier. Euh, Jean, je me souviens quand, quand j'avais l'âge de Gauthier, on disait que mettre une tétracycline avec une pénicilline, c'était pas une bonne idée parce qu'il y avait un antagonisme. Ça reste vrai, ça? Alors, dans les études in vitro, oui, ça reste vrai. Entre autres, sur le pneumocoque, par exemple, ou mettre donc un macrolide avec une pénicilline. Toutes les études in vitro, il y a un antagonisme clair. Et par contre, paradoxalement, in vivo, dans les études qui sont faites, on montre qu'au contraire, c'est plutôt mieux. Alors maintenant, je ne sais pas. Donc, dans les cas de pneumonie à pneumocoque simple, il y a quelques études qui ont montré que mettre une pénicilline versus pénicilline plus un macrolide, c'était préférable de mettre le macrolide. On ne sait pas si c'est par effet antibiotique du macrolide ou par un effet immuno quelconque. J'ai juste une question. Qui a pensé mettre d'emblée l'azitro ici? L'urgentiste? Alors, ici, l'azitro, ça a été rajouté après discussion avec le docteur Layeux. Le patient a pas été couvert en fait aux urgences, il a été couvert après en salle suite à la ponction lombaire. Euh, et l'azitro a été ajouté en deuxième ligne par la suite. Euh, OK. Question, commentaire? Oui. Moi, j'ai trois questions. La première, qu'est-ce que c'est qu'un zénith Billy? Ça, c'est la première ouais. question. La deuxième question, le test sérologique de la rickettsiose a été fait euh, en première intention ou bien en deuxième intention? Et la troisième question, c'est quelle est la fréquence de cette pathologie en Belgique, entre guillemets, par an, disons? Alors, pour répondre à la première question, désolé pour l'abréviation, donc c'est un zénith de bilirubine parce qu'il n'est pas monté au-dessus de sa valeur d'admission. Du coup, la valeur d'admission, c'était, si je me souviens bien, il était à 1,5 de Billy total. Et du coup, c'était son zénith, il n'est jamais monté plus haut. Par rapport à la deuxième question, la séro a été envoyée le lendemain matin de la ponction lombaire. Et la dernière question, comme je disais, en fait, c'est un peu compliqué parce que c'est sous-diagnostiqué, c'est pas à déclaration obligatoire, et donc en fait, j'ai pas réussi à vraiment trouver des chiffres qui donnent une bonne indication. En fonction des études, c'est très variable, et par rapport à cette maladie-là, il y a d'ailleurs eu une partie des grandes séries sont assez anciennes, mais en fait, visiblement, on a vu dans les années 70 une grande augmentation jusqu'aux années 2000, et puis il y a de nouveau une baisse, et ça a l'air de remonter un petit peu. Mais c'est aussi parce que c'est très difficile. Non, en général, dans le sud de l'Europe. Parce qu'en fait, en Belgique, j'ai pas trouvé grand-chose, pour être honnête. Bon, en Belgique, c'est uniquement de l'importation. Oui. On fait parfois des PCR pour les diagnostics sur les yeux. Est-ce que il y a Je dois moyen avouer de... que j'ai pas trouvé d'informations là-dessus.
sur le fait de faire directement une PCR au niveau oculaire, parce que je pense que le bénéfice-risque, étant donné que typiquement ici, on a en général une tache noire qui a quand même un bon rendu et qu'une biopsie cutanée est plus simple et moins risquée, je pense qu'en fait, ça, de ce que j'ai vu, ça a peu été étudié, parce qu'en fait, ça, on a une façon plus simple et plus safe de le faire au lit du patient, quoi. OK, bien. Rappel intéressant. Évidemment, quand tu as montré toutes les sérologies qui avaient été faites, on n'a même pas eu l'occasion, il y en avait tellement, de regarder une à une. Mais le point, c'est que la rickettsia n'était pas dans ces sérologies-là. Non. OK. Mais donc, le point, c'est que on dit, mais voilà, on pense à un truc infectieux. Vous avez demandé les sérologies? Oui, on a fait toutes les sérologies. Bon. Mais ça ne veut rien dire. On a fait toutes les Mais sérologies. du Il coup, faut regarder point par point, en fonction du ouais, diagnostic différentiel et de la présentation, ce que ça pouvait être. Bon, la chance que ça soit un, un VIH aigu me paraît quand même extrêmement peu probable. Donc, ouais, ça aurait valu la peine quand même de reclasser ces sérologies avec un certain facteur de ouais. probabilité que le tableau clinique rendait compte de cette affaire. Mais Et, et- et effectivement, ne pas oublier ouais. la Mais rickettsiose dans pour ce vous tableau. répondre là-dessus, Oui. la rickettsiose est partie avec le premier lot de sérologie. Ne trouvant pas, on a un peu élargi. Mais étant donné que je vous avais pas encore donné le diagnostic à ce moment-là et que je voulais garder le suspense pour la tache noire, D'accord. elle a été envoyée, mais elle n'était pas dans la liste. Ok. D'accord. Elles n'ont pas Ça été va. reprises par ordre d'envoi, elles ont été reprises simplement pour être Ça va. exhaustifs OK. et être un peu assommant avec un gros paragraphe. D'accord. Mais- OK. Très bien. Voilà qui est rassurant. Avoir un sida et une rickettsia. Oui, oui, bien sûr. Oui, il aurait pu avoir une fibromyalgie aussi. OK. Bien. Allez, merci beaucoup, Gauthier. Merci à tout le monde. Mais Je veux commentaire juste final. Merci, enchaîner, Jean. Oui. je veux juste enchaîner sur ces sérologies parce que c'est très intéressant. On a un autre cas maintenant et c'est grâce à Brumette, enfin à ce réseau qui nous permet d'interroger les autres laboratoires, les autres hôpitaux. C'est intéressant, c'est un patient qui est hospitalisé pour un tableau X de pneumonie et en fait, il s'avère qu'il est séropositif, mais on n'avait pas encore la confirmation séropositif HIV. Et donc, en discutant avec l'assistant, je lui ai dit, tiens, il doit être immunodéprimé, il fait une pneumonie à pneumocystis. Est-il immunodéprimé? Je ne sais pas. As-tu une sérologie HIV? Je ne sais pas. Non, je n'en ai pas. Je veux en demander une. Avoir le réflexe enfin, l'absence de réflexe de retourner voir ce qui a été fait. Et puis là-dessus, en regardant, on dit, mais en fait, elle est en cours dans un labo de René. Donc, attends 24 heures, ça ne change rien, au lieu de répéter des analyses qui sont en cours faites dans un autre labo. Écoute, il faudra en discuter avec ceux qui s'occupent d'Abrumette. Bon, d'abord, si on change et qu'on va plutôt sur le réseau flamand, c'est déjà beaucoup plus lisible que sur Abrumette. Bon, ceci, commentaire en dehors de tout commentaire politique. Mais franchement, quoi, on est en 2025. On ne va pas me dire qu'il n'est pas possible d'avoir un système d'intelligence artificielle qui intègre tout ce qui a été fait dans tous les labos, le met sous un format cohérent, lisible, pas comme dans la plupart des labos que la CRP se retrouve à 3 km de la VS, par exemple. Enfin, des trucs à ce point-là qui nous font perdre un temps incroyable. Et éventuellement, on loupe des informations. C'est abrumé, c'est un fouillis. Hein. Je veux dire, ce serait quand même pas tellement compliqué, radiologie, de mettre CT scan thoracique plutôt que radiologie. Donc, on cherche un CT thoracique, tu vas voir toutes les radios qui ont été faites. Alors, quand tu es entre 2020 et 2023, c'est pire, parce que la plupart des labos, c'est des PCR pour rechercher le Covid. Et donc, tu passes un temps incroyable avec le petit truc qui tourne, juste pour rien du tout, quoi. Oui, mais enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tu sais, quand tu compares ce qu'on a ici en Belgique comparativement à des pays comme la France, on est vraiment très avancé. Hein. Moi, j'ai vu des patients français qui me disent, c'est magnifique, vous pouvez aller sur votre plateforme et retrouver les examens qui ont été faits il y a des années. Et eux, ils n'ont rien. Hein. Ils ont des dossiers, par exemple. Merci à tous, toutes. Merci Jean pour ton commentaire et à la semaine prochaine.